La science-fiction nous laisse entrevoir un monde où il sera facile de simplement remplacer les parties du corps humain par des pièces encore plus performantes. Jérémy Voix, ingénieur acousticien et professeur à l'École de technologie supérieure de l'Université du Québec à Montréal, fait partie des chercheurs qui utilisent la science pour transposer ces idées futuristes dans notre réalité. Monsieur Voix, bonjour. Bonjour Suzanne. J'étais curieuse de savoir pourquoi vous avez choisi cette spécialisation, l'ingénierie acoustique. Étant adolescent, j'étais vraiment passionné par la construction de systèmes de son, vous savez, donc système hi-fi comme vous dites. Et puis voilà, alors avec le temps, cette passion s'est transformée finalement en une scolarité. J'ai fait des études de physique fondamentale parce que l'acoustique fait souvent partie de la physique, en tous les cas en Europe, en France notamment, là où j'ai fait mes études. Et lorsque je suis venu au Québec et au Canada, c'était vraiment pour raffiner finalement mes connaissances en acoustique et en acoustique dite industrielle. Donc cette fois, c'était appliqué un petit peu au génie mécanique et c'était vraiment comment concevoir des machines plus silencieuses, comment concevoir des machines qui ne vibrent pas, des choses comme ça. Donc c'est comme ça que je suis venu à l'acoustique, mais je me suis aussi rendu compte finalement par la pratique qu'on était encore loin de concevoir des machines tout à fait silencieuses et que malheureusement il y avait des sociétés bien bruyantes pour encore quelques années. Est-ce que l'ingénierie acoustique a encore bien des secrets à vous dévoiler? Est-ce qu'on est finalement au début des découvertes dans cette science-là? En réalité, non, parce que beaucoup des grands principes d'acoustique sont bien établis depuis plus d'une centaine d'années. Là, il y a une grosse formulation mathématique pour l'acoustique. Par contre, ce qui est étonnant, c'est effectivement que l'acoustique est relativement contre-intuitive. Donc, si vous demandez aujourd'hui à un ingénieur qui fabrique, on va dire, des motoneiges, des engins de chantier, etc., de vous parler de l'acoustique, il n'a pas forcément une très très grande connaissance des règles, notamment de conception acoustique, pour que ces équipements soient discrets ou silencieux. Alors parce qu'en réalité, beaucoup de choses sont contre-intuitives. On se dit, si je veux pas que ça fasse de bruit, je veux pas que ça vibre. Si je veux pas que ça vibre, l'ingénieur va se dire, je vais rendre ça très très rigide, par exemple. Je vais mettre des morceaux d'acier qui vont rendre ma plaque très rigide. Et malheureusement, l'effet contraire se produit. En étant très rigide, la structure devient très rayonnante et en fait, vous faites plus de bruit. Alors c'est assez contre-intuitif pour un ingénieur et donc c'est pour ça que c'est une science qui recèle encore de mystère parce qu'il faut qu'elle soit vraiment enseignée et puis vulgarisée. Vous avez inventé des bouchons d'oreilles intelligents. Décrivez-nous pourquoi d'abord, qu'est-ce qui vous intéressait dans ce petit objet-là particulièrement? Voilà que je suis venu à l'acoustique, bien naturellement par mon goût pour la musique et les beaux sons, oui. Mais je me suis vite rendu compte que dans l'industrie, effectivement, il y avait beaucoup de nuisances sonores. Il y a beaucoup de machines qui font beaucoup de bruit. Elles n'ont pas été conçues pour être silencieuses, ou bien il y a aussi beaucoup de procédés qui sont bruyants. Si on parle au Canada, on a des mines. Quand vous tapez sur de la pierre, ça fait nécessairement du bruit. C'est difficile de faire autrement. Quand vous coupez des arbres ou quand vous êtes dans les pâtes et papiers, puisque c'est une deuxième grosse industrie au Canada, malheureusement, c'est des procédés qui sont aussi très bruyants parce que que ce soit à l'abattage ou lors de la fabrication de la pâte, beaucoup de process très bruyants et très très mécaniques. Donc moi, ce qui m'a intéressé dans un premier temps, c'était de voir est-ce qu'on peut réduire ces bruits à la base, et puis constatant que c'était un travail colossal que de concevoir tous ces équipements industriels de façon discrète, je me suis dit ce qui serait peut-être intéressant, ce serait de commencer par protéger tous les travailleurs canadiens qui sont exposés à ces bruits de façon quotidienne. Quelle est donc la différence entre le fameux bouchon de mouche jaune que tout le monde connaît et le vôtre? Ça, c'est une bonne question parce qu'effectivement, la première chose qu'on a fait, c'est de regarder, dans le fond, qu'est-ce qui existe comme protecteur auditif? Comment est-ce que les gens se protègent quand ils sont exposés à des milieux trop bruyants? Et on parle en Amérique du Nord, là, Canada, États-Unis, Mexique, on parle de 30 millions de travailleurs, donc c'est quand même un gros nombre. C'est beaucoup de gens qui risquent tous les jours de perdre leur audition parce qu'ils sont exposés à des bruits trop élevés. Et effectivement, ils vont avoir donc souvent recours à des protecteurs type bouchon de mousse jaune, là dont vous avez parlé, des protecteurs jetables. Et un des gros problèmes qui est bien connu malheureusement dans la communauté scientifique, c'est que ces protecteurs-là ne protègent pas du tout aussi bien ceux qu'ils devraient, ou tout au moins ce qu'on attend d'eux d'après leur test de normalisation. Autrement dit, sur la boîte, c'est écrit 29 décibels. On s'attend à ce que le son soit réduit de 29 décibels. Et en pratique, c'est pas du tout ça qu'un travailleur va obtenir. Il va obtenir quelque chose. Beaucoup d'études terrain ont été faites et en moyenne, les études terrain disent autour de 7 décibels ou quelque chose de vraiment insignifiant et insuffisant. Donc, la diminution du bruit est de 7 décibels. Est-ce que c'est... Voilà, alors c'était ça. Et encore, quand je vous dis 7 décibels, ça, ce sont des moyennes qui ont été faites sur des études terrain. Mais en réalité, il y a un gros problème. C'est que même si sur ce protecteur-là, qui était étiqueté 29 décibels, si vous le mettiez dans votre oreille, on n'aurait absolument aucune façon, et on n'avait jusqu'à présent aucune façon de savoir si oui ou non vous étiez bien protégé et de savoir de combien vous étiez protégé. Donc ça, c'était un gros problème qu'on a commencé donc à régler il y a maintenant une dizaine d'années
en développant un système de mesure qu'on a appelé donc un système de mesure intelligent qui allait vraiment mesurer pour chacun des travailleurs réellement l'atténuation qu'il obtenait avec son protecteur auditif. Et c'était un protecteur auditif qui était un protecteur assez innovant, fabriqué par une compagnie canadienne qui s'appelle Sonomax, et qui permettait en fait d'être instrumenté. Donc on pouvait mettre un microphone dans le bouchon et un microphone à l'extérieur du bouchon. Et en comparant les deux niveaux, finalement extérieur-intérieur, on avait vraiment l'atténuation de chacun des travailleurs de façon réaliste. Quelles sont donc les propriétés de ce protecteur auditif que vous avez créé? Qu'est-ce qu'il a de différent? La première chose, donc, on vient de le dire, c'est qu'on est capable de vraiment certifier l'atténuation qu'un travailleur reçoit, de la mesurer très précisément. Et la deuxième innovation, c'est qu'on s'est dit, peut-être que finalement, ce bouchon, vous arrivez à bien le mettre, et voilà, vous avez 25 décibels de protection. C'est bien, mais peut-être que dans votre environnement de travail, vous n'êtes pas exposé à un bruit si important ou si élevé que ça, et que finalement, 25 décibels, ça va revenir à vous surprotéger. Donc, vous allez vous retrouver complètement isolé de votre milieu de travail, et ça on sait que c'est pas non plus idéal parce que d'accord vous n'allez pas devenir sourd, mais éventuellement vous allez vous faire frapper par le prochain chariot élévateur qui va reculer. Alors c'est pas tellement mieux. Donc la deuxième idée ça a été vraiment de développer finalement un filtrage qui soit adapté vraiment à l'exposition sonore. Donc ça c'était la deuxième on va dire innovation de ce bouchon. C'était d'avoir à l'intérieur des petits filtres passifs. Donc c'est un petit peu des espèces de petits mufflers si vous voulez, des petits silencieux qui allaient changer finalement le contenu fréquentiel du signal qui allait passer et puis donc atténuer certaines fréquences, en laisser passer d'autres, éventuellement laisser passer ce qu'on appelle la bande conversationnelle, donc la parole, et comme ça protéger l'oreille suffisamment mais sans la surprotéger. Donc vous avez travaillé au niveau des fréquences? C'est ça, donc effectivement on était obligé de travailler au niveau des fréquences, donc on disait voilà la bande conversationnelle c'est en gros comme le téléphone sur lequel on se parle en ce moment, c'est entre 300 et 3000 Hz, donc en dessous de ça on va essayer de couper, au-dessus de ça on va essayer de couper, et malheureusement on s'est rendu compte assez rapidement que c'était pas tout à fait exact, parce qu'entre 300 et 3000 Hz, il peut très bien y avoir aussi des bruits de machine, et que donc juste couper les fréquences, ça n'est pas suffisant. Malheureusement, pour pouvoir couper de façon plus sophistiquée, on ne peut plus se contenter de petits systèmes passifs et de petits mufflers, comme je disais. Il va vraiment falloir embarquer de l'électronique et avoir à l'extérieur du bouchon un microphone, à l'intérieur du bouchon un petit haut-parleur, un petit speaker, et entre les deux, un processeur numérique du signal, donc ce qu'on appelle un DSP, Digital Signal Processor, qui est un petit ordinateur spécialisé dans le traitement très 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 rapide de l'information audio et qui va, lui, essayer de voir, tiens, est-ce que c'est un signal utile, parole, signal d'alarme, justement le chariot élévateur dont on a parlé et autres, ou bien est-ce que c'est un bruit qui est nuisible ou inintéressant ou que je peux, disons, baisser parce que de toute façon le travailleur en n'a pas forcément énormément besoin. Mon système auditif est complètement différent de celui de mon voisin. Alors cet appareil-là s'ajuste? Il s'ajuste donc dans un premier temps, on essaye de lui faire apprendre qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est inutile. Puis là, c'est un bon point que vous levez, c'est que finalement, si je vous demande est-ce qu'un cri de bébé c'est un bruit ou pas un bruit, ça dépend vraiment de votre position. C'est sûr que pour un travailleur industriel, c'est pas tellement la question, mais ce qu'on comprend, c'est que le bruit est tout à fait relatif. Pour certaines personnes, et l'exemple du travailleur industriel, c'est le travailleur qui vous dit moi j'ai besoin d'entendre ma machine parce que si je l'entends plus, je peux pas savoir si elle est en train de chauffer, si elle a besoin d'huile, si j'ai besoin de faire de la maintenance dessus, etc. Donc finalement, ce qui vous paraîtrait un bruit tout à fait nuisible, pour une autre personne, ça peut être une information utile. Donc, une des grosses difficultés, c'est de dire, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est inutile. Mais nous, on a pris l'approche simple de dire, a priori, quand quelqu'un parle, ce sera quelque chose qui va être considéré comme utile. Et puis, le reste, on classifiera, on verra un petit peu plus tard. Mais a priori, on essaie de laisser passer donc la parole. Comment est-ce que vous avez testé votre produit? Pour le moment, la version passive, testée, dont je vous ai parlé, etc., a été commercialisée, comme je vous ai dit, depuis déjà une dizaine d'années par Sonomax. Mais la version électronique, c'est vraiment un produit qu'on est en train de peaufiner parce que c'est vraiment pas simple. La première chose, c'est que à l'heure actuelle, il y a des petits processeurs, des petits DSP qui peuvent faire le calcul dont on a besoin, qui ont la puissance de calcul dont on a besoin. Malheureusement, ils n'ont pas tout à fait la taille qui permettrait de les mettre à l'heure actuelle dans l'oreille. Pour le moment, ça ressemble plus à un sac à dos, si vous voulez, que vous devez transporter. Donc, c'est pas tout à fait encore adapté pour l'usage terrain. Mais oui. Voilà, c'est ça. Mais par contre, à l'inverse, on sait très bien que dans les prothèses auditives, ce qu'on appelle les prothèses auditives, qui aident les personnes malentendantes à mieux entendre, donc qui sont des petits amplificateurs personnels, on sait très bien qu'il y a à l'intérieur des DSP qui sont vraiment spécialisés dans le traitement temps réel des signaux. Et donc, en gros, on prévoit que d'ici quelques années, finalement, la puissance de calcul dont on a besoin et ce qu'offrent ces petites plateformes technologiques va nous permettre finalement de nous rencontrer et d'implémenter, comme on dit, nos technologies dans un protecteur qui serait complètement portable là, et qu'on appelle donc l'oreille bionique.
Et cette oreille bionique pourrait connaître toutes sortes de déclinaisons, pourrait être utilisée dans toutes sortes de milieux? Exactement, parce qu'on peut protéger, ça c'est vraiment très important, puis je pense que là on en parle depuis un petit moment, mais il y a aussi une deuxième chose, c'est qu'on a tous, parce qu'on vieillit, parce que la population de façon générale est vieillissante et autres, on vit de plus en plus longtemps, mais l'oreille vieillit, elle, naturellement, donc c'est ce qu'on appelle la presbyacoustie, c'est-à-dire que les cellules sont moins performantes, les cellules ciliées sont moins performantes avec le temps, donc on a besoin un petit peu d'aide auditive, on va tous en avoir besoin, et les personnes qui d'ores et déjà souffrent de pertes acoustiques parce qu'elles ont été exposées à du bruit excessif, en ont encore plus besoin que les autres. Mais disons qu'une des idées aussi, c'est d'intégrer donc l'aide auditive à la protection auditive. Donc c'est un petit peu comme si finalement on fusionnait deux produits, le petit bouchon jaune mais qu'on a sophistiqué, et la prothèse auditive qui maintenant deviennent un seul et même produit, qui devient un protecteur et un amplificateur. Donc il vous aide quand vous avez un signal qui est intéressant et il vous protège quand le signal n'est pas intéressant. Vous avez cette petite appareil dans l'oreille et vous vous promenez, vous allez dans un concert de musique, et bien plutôt que parce que le concert est relativement fort et que vous ne souhaitez pas forcément avoir une expérience sensorielle dégradée, l'appareil est prévu pour vous ramener le niveau ambiant à un niveau qui va être confortable, donc il va abaisser tous les sons du concert, mais néanmoins va vraiment vous laisser percevoir ce qu'on appelle l'équilibre spectral. Donc en fait, il va vraiment respecter la nature du son et faire en sorte que vous n'ayez pas du tout l'impression d'être derrière un bouchon. Donc vous n'avez pas l'impression d'être avec un son qu'on dit mufflé, là, ou atténué. Et dans le même temps, mais voilà, donc vous êtes protégé. Et puis un des troisièmes volets dont j'ai pas encore parlé, mais qui est l'aspect de communication, c'est que on a également la capacité d'instrumenter et de mettre des microphones, cette fois à l'intérieur du bouchon, donc dans le conduit auditif, proche du tympan, et de capter par exemple votre voix, non plus donc comme on a l'habitude au téléphone, donc à proximité de la bouche, ou vous avez peut-être vu des pilotes de Formule 1 des microphones qui sont sur la gorge, qu'on appelle laryngée, ou certains militaires ont des systèmes qui captent les vibrations du crâne, donc ce qu'on appelle de l'oscillosquelettique, squelettique, mais donc là, c'est tout à fait différent. Ce serait qu'on capterait votre voix au tympan finalement. Donc on capte la voix qui sort par l'oreille. Alors c'est pas très habituel, mais il y a une énergie sonore qui sort par l'oreille et en la captant, on est capable de la corriger et de l'envoyer vers votre téléphone. Donc si je reviens au concert dans lequel vous étiez, vous seriez même capable d'entendre le concert. Et si jamais il y avait un appel par exemple qui arrivait pour vous, eh bien vous seriez capable d'entendre correctement cet appel parce que votre oreille est protégée du bruit ambiant, donc on contrôle exactement ce que vous entendez, mais vous seriez aussi capable d'y répondre parce que le microphone qui est à l'intérieur de l'oreille, lui, est protégé du bruit ambiant, donc du concert. A priori, il n'entend pas le concert, donc la personne de l'autre côté va vous entendre très clairement, même si vous êtes au milieu d'un concert de Céline Dion ou de je ne sais qui. Donc, à long terme, est-ce qu'on peut y entrevoir que les problèmes de surdité causés par l'accumulation de bruit trop fort, est-ce que ça pourrait disparaître de nos vies, ça, dans 10 ans ou dans 20 ans, parce qu'on aurait des appareils comme ça qui pourraient gérer le bruit autour de nous? Un problème très très important dont vous parlez, là, c'est celui notamment de la surexposition que l'on a en ce moment et que les jeunes générations ont particulièrement à cause de l'omniprésence de ces baladeurs numériques, de ces iPod, iPhone et autres. Parce que finalement, c'est ça, ils sont en permanence en train de l'écouter, puis c'est souvent dans des milieux qui sont relativement bruyants. Ce matin, j'étais dans le métro, les gens écoutent dans le métro, mais dans le métro, il y a un bruit de fond. Alors pour bien entendre leur musique, ils sont obligés d'élever le niveau de leurs écouteurs, et du coup, voilà, ça fait une dose qui s'accumule, et les théories sont qu'aujourd'hui, la dose de bruit, finalement, il y a une certaine dose que vous pouvez cumuler dans votre vie, mais quand vous avez atteint cette dose, malheureusement, vous êtes sourd. Un petit peu comme le coup de soleil, on s'est longtemps demandé comment marchait l'exposition au soleil, mais là c'est un petit peu la même idée. Vous pouvez prendre un petit peu de soleil, un petit peu de soleil, un petit peu de soleil, mais à la fin, voilà. L'effet cumulatif et l'effet cumulatif est vraiment là. Donc pour le bruit, c'est exactement la même chose. Et donc nous, une de nos idées, c'est de dire, concevoir des appareils et concevoir en fait surtout des méthodes qui seraient plus tard implémentables par des manufacturiers sur des appareils audio, mais des méthodes pour mieux respecter l'oreille et notamment pour calculer cette dose. Alors ça paraît simple parce que dans le fond on se dit si la personne écoute fort, elle peut pas écouter très longtemps. C'est l'idée de la dose, c'est le produit du niveau sonore par la durée. Et que si cette personne veut écouter pendant longtemps, il ne faut pas qu'elle écoute fort. Donc ça, c'est simple a priori, donc c'est effectivement ça qu'on veut mettre en œuvre, sauf que le calcul est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment mesurer ce à quoi vous êtes soumis. Et puis là, il y a des tas de petites complications que je ne détaillerai pas ici, mais voilà. La mesure de la dose est quelque chose qui est en devenir et sur lequel on mise beaucoup parce que, à mon avis, là c'est un avis personnel, mais je pense que
de la même façon que l'ingénieur mécanique est tenu de concevoir une motoneige ou bien un camion de voirie qui soit silencieux, autant l'ingénieur audio qui fabrique des téléphones, qui fabrique des baladeurs MP3, etc., il est tenu aussi de respecter l'oreille. On ne peut pas juste détruire en permanence ou endommager en permanence l'audition de nos jeunes générations. Avez-vous un rêve personnel ou un objectif personnel qui vous dit si j'arrive à créer cet objet ou cette technique-là, je serai satisfait professionnellement? Bon, bah, écoutez, oui, il change, mais il change toutes les semaines, donc je peux vous dire celui de la semaine. Mais celui de cette semaine, c'est vraiment, je vois là par exemple, vous avez, comme tout le monde, vu le produit qui a été sorti par une grande compagnie californienne là, qui fait en sorte que l'on reconnaît les instructions qui sont données à votre téléphone et on peut vraiment rendre ce signal enfin utile. Et néanmoins, bon, on a mis un petit peu le système en défaut, c'est-à-dire que si vous faites de la reconnaissance vocale et que vous êtes justement dans la rue ou sur le chantier, etc., bien évidemment, le bruit ambiant va faire en sorte que votre téléphone ne comprend rien et que le système ne fonctionne pas. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, c'est vraiment le bon moment. On a des technologies qui permettraient de capter la parole, comme on l'a dit, dans l'oreille, donc sans bruit de fond, donc avec une très très bonne clarté. Et on va enfin pouvoir parler à nos machines. Donc moi, mon rêve, ça aurait été que ce matin, j'ai pas à taper sur mon clavier, mais à dicter directement à mon ordinateur. Si on en juge par votre enthousiasme, ça sera pas très long. On se donne quelques années, en tout cas, pour une oreille bionique de première génération et on s'en reparlera après. Certainement. Jérémy Voix est ingénieur acousticien et professeur à l'École de technologie supérieure de l'Université du Québec à Montréal. Monsieur Voix, merci beaucoup. Merci beaucoup, Suzanne.